Marc Échinger, un grand merci pour ce temps passé ensemble. On avait déjà eu Merci à vous. l'occasion d'échanger, je crois, il y a 1 ou 2 ans au sujet de votre premier livre qui était Voilà, ouais, déjà paru aux éditions Massot. ouais. Euh, L'homme qui en L'homme qui en savait savait beaucoup beaucoup trop. trop, c'est ça. Et on avait notamment discuté évidemment du scandale Uramine, de vos échanges, enfin pas échanges, mais de vos difficultés avec sa présidente Anne Lauvergeon. Et puis aussi, ce livre parle énormément de sujets de corruption diverses. Et puis, vous revenez avec ce nouvel opus, toujours aux éditions Massot, Jeux de guerre, qui est en Oui, fait une sorte on peut dire, de concentré, de concentré d'affaires de corruption à plusieurs endroits du ouais. globe. On va pouvoir parler un peu de tout ça ensemble et puis vraiment, je m'en réjouis. Vous avez un passif, mais vous allez pouvoir vous en expliquer un petit peu, un passé, un profil un peu particulier, atypique à la fois spécialiste des salles de marché et puis aussi bah, vous avez travaillé longtemps Et dans le spécialiste du renseignement. renseignement, voilà, et Voilà, spécialiste du exactement. renseignement. Donc, je mets en fait au service, je dirais, du bien public et de différentes agences des capacités. Euh, Ayant eu une carrière qui maintenant est derrière moi, l'idée un peu, c'est de mettre ces capacités au service d'un monde meilleur. Et donc, je pense que pour construire un monde meilleur et offrir un peu un avenir à des générations comme la vôtre et celles d'en dessous, il faut commencer par leur dire un peu la vérité sur ce qui se passe, rétablir un peu la vérité historique, sans attendre 30 ans pour avoir une fin de secret défense ou quelque chose comme ça. Et ce deuxième opus, il est beaucoup plus accessible peut-être à l'ensemble de la population. Il est plus pédagogique, moins technique parce qu'il y a moins de besoin de rentrer dans les détails du mécanisme d'une construction d'une fraude. C'est bêtement les affaires de corruption qui ont amené à la guerre en Libye, à des livraisons d'armes qui n'auraient jamais dû avoir lieu, et au fil du temps à la guerre en Syrie et au financement d'un organisme comme Daesh que l'on pense lié aux œuvres d'art, au kidnapping et tout ça, ce qui représente rien du tout. Et on va voir que en fait la clé de voûte c'était le pétrole et que le pétrole, ils n'ont pas pu le vendre tout seul. Voilà. Bon, bah, vous êtes déjà rentré au cœur de Voilà. l'entretien et au cœur du livre, mais on va revenir juste un tout petit peu en arrière parce que vous savez, la première question que je pose à tous les invités, c'est sur quoi et pourquoi êtes-vous en train d'agir en ce moment? Alors, vous avez répondu un peu sur le surquoi, mais moi, la question qui m'intéresse aussi beaucoup auprès des personnes que j'ai le plaisir d'interviewer, c'est le pourquoi. Parce que qu'est-ce qui vous Pourquoi? fait Parce pour... que Ouais. à chaque fois, et on le voit encore aujourd'hui avec la guerre en Ukraine qui m'occupe un petit peu aussi, hein, vous imaginez bien, à chaque fois on se rend compte que on ne dit pas, c'est pas qu'on ne dit pas la vérité, c'est pas, il n'y a pas de complot, mais on évite de montrer euh, aux gens, à la population, une réalité parce qu'elle peut un peu fâcher. Je vous donne un exemple avec la guerre en Ukraine. L'Ukraine, ça fait 30 ans depuis en fait que le mur de Berlin est tombé, que ce pays vit sous la coupe du crime organisé qui est lié à la politique locale. Et la politique locale, elle est intimement liée à la Russie. Certains oligarques étaient russes. Il y en a un, Novinsky, qui a eu son passeport en 2012. Il a eu un passeport ukrainien en 2012 seulement. Il était candidat aux élections pour être Premier ministre. Il aurait pu battre Zelensky. Tous ces gens, tous ces oligarques ukrainiens doivent leur fortune à Poutine. Tous ces oligarques ukrainiens ont un passé trouble. Certains étaient recherchés, bien, enfin ils sont toujours recherchés d'ailleurs. Certains ont un passé tellement trouble qu'à chaque fois qu'on s'interroge sur leur passé, ils mettent en avant, maintenant qu'ils sont multimilliardaires, une escouade complète d'avocats de façon à ce qu'aucun journaliste ne puisse publier quoi que ce soit sur leur passé. Et donc, on se rend compte que la guerre en Ukraine, c'est pas d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Bien sûr, j'ai de l'empathie pour la population. Bien sûr, c'est dramatique. Bien sûr, Poutine est un homme abominable. Il n'y a pas de discussion sur ce sujet-là. Il a fait une erreur monumentale en plus. Mais il y a beaucoup d'éléments autour de ça
qui rendent cette guerre un peu plus complexe que le discours traditionnel qu'on voit au journal télévisé, où effectivement on ne voit que des tanks qui ont été touchés, qu'une population qui cherche à fuir. La guerre, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est d'abord un vrai business. Et il faut se rendre compte à quel point cette affirmation est vraie quand on voit les budgets qu'ont débloqués les Américains ces derniers jours et le pont aérien qu'ils ont fait pour amener du matériel en Ukraine. Ça n'a rien à voir avec les capacités de l'Europe qui a donné de la bricole. C'est un budget qui est déjà au niveau du budget de la défense française sur un an. 40 milliards de dollars, c'est le budget de la défense sur un an. Donc, quand on voit le matériel qui est envoyé, la puissance qu'il y a derrière, etc., d'abord, on sait dans quel sens cette guerre va se terminer, et Poutine n'est pas dupe à ce niveau-là. Et on se dit, bon, c'est les États-Unis qui sont en train de se battre avec la Russie par procuration sur le sol ukrainien. Ça fait depuis 2015 qu'ils entraînent l'armée ukrainienne. C'est pas hier qu'ils ont commencé à entraîner l'armée ukrainienne. Et donc, ils ont entraîné plus de 25 000 hommes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je crois qu'il faut expliquer tout ça et surtout, il faut expliquer l'après-guerre. Mais L'après-guerre, c'est la question que je voulais vous poser, mais juste un point d'abord. Je oui, sais, parce que c'est public, je sais que vous avez eu des informations assez précises bien avant, enfin, avant le début de la guerre, et vous avez même annoncé, je pense à Denis Robert qui en parle d'ailleurs dans votre oui, interview, ce qui a été publié sur Blast. Vous aviez annoncé à Denis Robert, je crois, quelques jours avant le déclenchement de la guerre, il me semble, vous me dites si je me trompe, que justement, il y allait avoir une guerre qui allait se déclarer. Je voudrais simplement revenir sur ce plan-là, par exemple, évidemment oui, pas que vous dévoiliez vos sources, mais hum, c'est quelque chose donc, qui couvait sous la cendre depuis un moment, le feu était là, c'est clair. mais il y a ce point sur lequel j'aimerais bien que vous reveniez quand vous dites on sait comment la guerre va se terminer, est-ce que ça veut dire que techniquement l'Occident va remporter la victoire? Enfin, qu'est-ce que vous entendez par là? Et puis bien Compte sûr, tenu, oui, j'aimerais aussi bien sûr qu'on parle de la reconstruction, parce que voilà. malheureusement, outre les cadavres et les horreurs qui sont arrivées, d'autres horreurs vont arriver au moment de la reconstruction aussi. Et j'aimerais bien que vous nous en parliez un petit peu. Oui, alors, de ce qu'on peut dire de l'avant-guerre, c'est que évidemment, un pays comme les États-Unis qui a toutes ces agences de renseignement avec une capacité extraordinaire sur le plan du renseignement d'écoute, le renseignement militaire, le renseignement satellite, tout ce qu'ils pouvaient avoir, ils voyaient parfaitement ce qui allait se passer. Les communications, elles étaient parfaitement captées, tout était clair. Je veux dire, donc, il était clair au bout d'un moment que l'issue, et d'ailleurs, ils ont prévenu bien avant les Européens, ils ont prévenu les Européens que le mouvement allait se déclencher. L'Europe était sceptique, la France, j'en parle même pas, mais l'Europe était sceptique, et effectivement, ils avaient toutes les cartes en main pour juger de ce qui allait se passer. D'où le fait, d'ailleurs, en France, petite parenthèse, que le patron du renseignement militaire ait été limogé par la suite parce que lui, il n'a pas cru, etc. Bon, ça, c'est des détails, mais voilà, c'est pas les mêmes puissances. Il faut se rendre compte de la puissance phénoménale du renseignement américain qui peut absolument tout décrypter. Et les budgets qu'ils ont sont colossaux. Donc, quand ils mettent en garde sur ce qui va se passer, c'est qu'ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir le faire. Sinon, ils ne le feraient pas publiquement. Ils seraient ridiculisés s'il n'y avait pas eu d'action militaire en Ukraine. Et ils n'aiment pas le ridicule. Donc, ils ont eu aussi pendant des années l'opportunité de financer l'armée ukrainienne, de financer sa reconstruction, de financer son entraînement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont quand même entraîné 25 000 personnes au bas mot, y compris sur des armes américaines. Ça continue encore. Et ils sont très contents des soldats ukrainiens qui sont très disciplinés. Et donc, ça s'est très bien passé. L'Ukraine a maintenant une armée qui est très déterminée, qui se bat sur son terrain et qui a en face des Russes qui sont payés au plus 1 000 $ par mois
et qui sont épaulés. Bon, on dit qu'il y a des Libyens, des Syriens. Ce sont des gens qui sont capables de se battre sur leur terrain à eux, mais sur un terrain comme l'Ukraine, ils connaissent rien. Ils n'ont pas d'instruments de navigation dignes de ce nom. Ils en sont encore avec des cartes papier qui sont évidemment relativement datées. Au niveau des instrumentations GPS, c'est très faible. On a vu qu'au niveau de la téléphonie, rien n'était crypté. Ils communiquent avec des portables. Donc tout ça, c'est pas de la caricature. Et vous imaginez bien que la motivation de l'agresseur, elle peut être peut-être déterminée dans l'esprit de Poutine, mais au niveau de l'exécutant sur le terrain, c'est beaucoup plus faible. Donc, quand ils voient arriver une armada des canons Howitzer, 90 canons Howitzer qui peuvent envoyer un obus à 35 km de distance et être très précis, ils voient bien qu'il va se constituer une ligne de front et que eux en face, ils vont manquer de munitions, ils vont manquer de matériel, ils vont manquer de pièces détachées et ça va mal se terminer pour eux. Donc moi je pense que contrairement à ce qui commence ce qu'on voit fleurir dans la presse, ça va pas durer longtemps parce que la motivation elle n'est pas là et dans une guerre la détermination c'est la clé dans un combat, que ça soit un combat de boxe ou une guerre de terrain, c'est la détermination qui fait le combat. Et la détermination, elle est d'un côté, mais de l'autre, je sens bien la faiblesse. On peut avoir des exactions, ça c'est sûr, mais c'est pas ça qui fait gagner une guerre. C'est pas en pilonnant l'usine Azovstal que vous gagnerez la guerre en Ukraine. Donc il faut faire autre chose. Et on a vu que tout ce qui était expansion sur le territoire ukrainien, ça s'était très mal terminé. Et là, ils sont dans un phénomène d'attrition. Ils essayent de garder une ligne de front qui soit la plus réduite possible pour pouvoir utiliser leurs troupes de façon le plus restreinte possible. Évidemment, le jeu adverse, c'est d'aller couper les lignes d'approvisionnement et d'étendre le front. Plus ils vont étendre le front, plus ils vont essayer d'avoir des poches, et plus ces poches seront réduites, mais très facilement. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de faire durer, c'est de faire du côté américain, par exemple, c'est de faire durer au maximum pour affaiblir au non, maximum l'armée non, non. russe ou... Non, enfin, affaiblir au maximum l'armée russe, c'est déjà fait. Hein. Elle est déjà bien affaiblie. Elle a perdu la face quand même, puisqu'elle a raté complètement son opération. Donc, à ce niveau-là, tout le monde considère que c'est déjà gagné avec un prix assez cher, mais c'est déjà gagné. L'objectif de Poutine, il est plus que perdu. Donc, il en est à sauver les meubles. C'est ça la réalité. Et combien de temps ça va durer, jusqu'où il va s'enfoncer pour sauver les meubles, ça c'est un peu difficile à déterminer, mais techniquement avec le matériel qui est livré en ce moment, est vraiment comme un pont aérien en Ukraine, et un matériel dont qu'ils savent parfaitement utiliser, moi je ne vois pas que ce conflit dure très longtemps. Pour moi, je pense que d'ici, allez, soyons pessimistes, mi-juin, on aura déjà tourné une grosse page. C'est ça la réalité. Et donc on entrera dans la phase de reconstruction. Alors sur la phase laquelle de ouais. voilà, la phase de reconstruction, elle sera beaucoup plus dure. Pourquoi? Parce que si on s'en réfère par exemple à la reconstruction de l'Irak ou à la reconstruction de l'Afghanistan, on voit que c'est la reconstruction qui a engendré des bains de sang, qui a engendré une continuité d'incidents, et la corruption s'est mise dessus, ce qui fait qu'on a dépensé des milliards et des milliards pour rien. Juste une idée pour que les gens comprennent bien, l'Afghanistan, le chiffre officiel du budget pour la guerre en Afghanistan qui est parti en 2001 et qui s'est arrêté l'an dernier en 2021, donc 20 ans de guerre et de reconstruction, ce budget-là, le budget officiel, le chiffre officiel, 14 trillions de dollars, 14 000 milliards de dollars pour un pays comme l'Afghanistan. C'est dément. Juste dément. Je rappelle que la dette publique de la France, c'est 2 000 milliards d'euros. Donc là, on a dépensé 14 000 milliards de dollars pour essayer de reconstruire l'Afghanistan sans arriver à rien. Et pareil sur l'Irak,
moi, j'ai vu les sacs de cash qui tombaient des hélicoptères pour aller payer des chefs de village à construire des écoles qui n'ont jamais été construites, etc. Tout cet argent a été détourné. Et l'Irak, à l'époque, n'avait pas les structures, les réseaux, etc. Elle sortait de l'époque Saddam, n'avait pas des structures mafieuses qu'a l'Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine a plusieurs premiers ministres qui ont été condamnés, y compris devant des cours occidentales à Genève. Il y a un premier ministre ukrainien qui a été condamné en 2001 à Genève. On a bien sûr en mémoire la fameuse princesse du gaz qui était assez connue en Europe parce qu'elle était emblématique. C'est Julia Tymoshenko. Elle portait une tresse assez importante et elle était bien connue des médias. Elle a fait 3-4 ans de prison, mais elle est richissime. Et c'est bien, elle représente bien le symbole des oligarques ukrainiens, c'est-à-dire des gens qui sont partis de moins que rien et qui sont arrivés à construire une fortune phénoménale. Le plus peut-être emblématique, ça reste encore Rinat Akhmetov, qui lui vient d'un milieu très pauvre. Son père était mineur dans le Donbass et donc il a eu une enfance très dure. Il a commencé à travailler comme garçon boucher. Et la suite, on ne peut pas en parler parce qu'à chaque fois qu'on veut en parler, on se retrouve avec des avocats qui remettent en cause les éléments qui sont présentés. Ça ne veut pas dire qu'il gagne ses procès, mais c'est quelqu'un qui est devenu multimilliardaire. Il a à peu près une fortune estimée à 8 milliards de dollars aujourd'hui. Il est propriétaire de la maison la propriété privée la plus chère de France, elle est à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il a mis 200 millions dans une maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Il a aussi son fils qui a acheté l'an dernier 50 millions à une propriété à Genève. C'est un record aussi, ou 100 millions, je me souviens plus, 100 millions. Il y a une propriété à Genève. Il y a une propriété de luxe à Londres, la plus chère de Londres. Voilà. Mais donc on l'a laissé investir en Occident sans trop regarder son passé. Mais c'est quelqu'un qui est évidemment impliqué dans le conflit, comme l'est un de ses camarade qui s'appelle Kolomoïski, qui lui a permis à Zelensky d'arriver au pouvoir. C'est Kolomoïski qui est recherché aujourd'hui par de nombreuses agences, on ne sait pas où il est, et qui est ukrainien. C'est lui qui avait la télévision qui a permis à Zelensky de diffuser son programme, et on pense que le partenaire de Zelensky dans sa boîte de production, il est à 50-50 avec quelqu'un d'autre, et cette personne-là serait, je parle au conditionnel, serait un homme de paille pour Kolomoïski. Voilà. Bon. Et donc, on se rend compte en fait que l'Ukraine, c'est une poignée d'oligarques qui ont fait fortune à une époque en collaborant parfaitement avec la Russie, parce que c'est le marché naturel de la Russie, et parce que c'est l'histoire de l'URSS. Et donc, la reconstruction, va falloir faire avec eux. Il va falloir faire avec eux et il va falloir aussi faire avec les Russes. Parce que les services russes peuvent très bien s'opposer à la reconstruction, faire du sabotage, faire du chantage, faire des détournements de fonds. Ils ne vont pas pour autant quitter l'Ukraine. Que le conflit militaire face à face d'homme à homme, le conflit de tranchées, se termine, c'est une chose. Que le conflit dure au travers de la reconstruction, ça c'est autre chose. Et c'est bien ça le danger. Et donc, ne serait-ce qu'à Kiev, par exemple, Kiev, c'est une ville dans laquelle il y a une bonne grosse douzaine de gangs depuis très longtemps. Donc, le maire de Kiev, c'est un ancien champion du monde de boxe. Très bien. Très, très bien. Mais c'est quand même peu courant dans le monde d'avoir un champion du monde de boxe qui devient maire d'une ville de cette taille-là. Donc, il faut se dire un peu, tiens, c'est quand même pas une ville tout à fait comme les autres. Et effectivement, on est dans des pays, l'Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, etc., des pays où la corruption, elle est à tous les étages, elle est dans la vie quotidienne. Et donc, c'est très difficile d'arriver à reconstruire ce pays sans que les fonds soient détournés.
et on va avoir un mal fou. Alors, comment va-t-on financer? Est-ce que ça va être l'Europe qui va financer la reconstruction? Est-ce que ça va être les États-Unis? Est-ce que ça va être la saisie des avoirs russes qui va permettre la reconstruction? La réponse, c'est alors à cette dernière affirmation, est-ce qu'on peut saisir les avoirs russes et permettre la reconstruction? La réponse, c'est non. D'abord, il n'y a pas de base légale. Même si on invente une base légale, on voit bien que dans un pays comme la Suisse, on a à peine gelé en Suisse 7-8 milliards de dollars, alors que la Fédération des banques suisses estime que le montant des actifs en Suisse, on est bien au-delà, on est au-delà des 100 milliards, on est Vous plus dites, à 200 milliards qu'à… vous parlez des actifs russes là, hein? Oui, Ouais, c'est voilà. ça. Ok. Et en Donc fait, on pourquoi a c'est gelé difficile? 7 Parce que milliards sur sur, 150, 200 milliards, quoi. voilà, D'accord. donc rien. Et pourquoi c'est difficile? Parce que tout ça, c'est le monde de l'offshore, le monde de l'offshore qu'on a mis à disposition de ces gens-là. C'est des coquilles offshore qui sont des Bermudes aux Antilles néerlandaises. Voilà, c'est l'Occident qui a mis à la disposition des Russes ce matériel offshore. Quand les Russes investissent à Londres et qu'ils créent ce qu'on appelle le Londongrad, c'est-à-dire l'artère où il y a tous les biens immobiliers qu'ils possèdent, le plus luxueux, etc., ils ont aussi mis à leur disposition tout ce qu'il fallait pour attirer l'argent russe sur l'économie britannique. Donc ça se paye. Et ça, on va le payer longtemps. Et pour vous donner une idée aussi de la difficulté, avant l'invasion, le premier investisseur direct étranger, c'est Chypre. Le deuxième, c'est Belize. Après, on a les Antilles néerlandaises. Et donc, on n'arrive pas à on arrive à détecter qui sont les pays investisseurs. On voit bien que c'est des pays offshore et on se rend compte que les pays onshore qu'on pourrait estimer, disons, dignes de contrepartie, ils sont très peu représentés et voilà. Donc, on va avoir affaire à des gens qui disent, voilà, moi j'ai telle usine, l'actionnaire c'est une compagnie offshore, refinancez-moi. Qui va reconstruire l'usine d'Azovstal de Rinat Akhmetov? Je ne suis pas sûr que l'Europe veuille le faire. Cette usine, elle a été construite en 1935. Elle était à bout de souffle. Elle a servi de refuge, très bien, tant mieux. Parfait. Mais est-ce qu'on irait la reconstruire demain pour la remettre dans les mains de son actionnaire qui, lui, a 8 milliards de dollars de fortune? Je ne suis pas sûr. Donc, bien sûr, il faut que cette population soit aidée, qu'elle puisse rentrer chez elle, qu'elle puisse avoir du travail, et il faut aider la reconstruction. Mais comment? Comment on va monter les structures pour aider la reconstruction? Et comment est-ce que vous voyez ça, justement? C'est là-dessus que je travaille et je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais il y a des initiatives à ce niveau-là. Des gens qui, moi, j'essaie de monter des tables rondes, de faire réfléchir un peu à l'après, parce que l'après est beaucoup plus dangereux que la guerre actuelle. Ça peut paraître un peu fou, mais prenez l'expérience de l'Irak et de l'Afghanistan, on voit bien que l'après, il est chaud. Donc, et on ne peut pas se permettre de perdre des milliards comme les États-Unis en ont perdu en Irak et en Afghanistan. Ce n'est pas possible. Bien sûr que les États-Unis seront moteurs et vraisemblablement omniprésents lors de la reconstruction, mais je ne suis pas sûr que le contribuable américain veuille recommencer les mêmes aventures. Voilà. Est-ce que Donc, si on prend, si on recule un peu la focale et que c'est vraiment votre avis de citoyen, là, en l'occurrence de Français, oui. que je sollicite. Comment est-ce que vous avez pris, à titre personnel, la nouvelle justement de la guerre? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, en vous disant, nous, les Français, là, voilà ce que ça va avoir comme impact? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que la réaction, par exemple, du gouvernement français vous a semblé proportionnée? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, en fait, pendant disons, on va dire, les premiers jours qui ont fait suite à la guerre, même si de toute façon la guerre maintenant est très longue et que les choses ont bougé? Moi, depuis le début, je me suis dit que les Russes étaient tombés dans le panneau.
Et en fait, on comprend maintenant que les rapports qui remontaient vers Poutine étaient faux, les rapports que le renseignement russe a envoyés à Poutine en lui disant ça va être comme à la parade, ces rapports étaient faux. Pourquoi ils étaient faux? Parce que ils avaient bien compris que tout en haut du pouvoir, il y avait une volonté. Il y avait une volonté de montrer qui était le patron. Et eux, ils avaient peur de dire non au patron. Donc, ils n'ont jamais envoyé de rapport en lui disant on va peut-être perdre et ça va nous coûter beaucoup plus que prévu. Donc, Poutine, il est tombé dans ce piège-là. On comprend aussi pourquoi, parce que nous, quand on a fait l'opération Barkhane, il y a beaucoup de rapports qui sont remontés, qui étaient complètement faux. Je ne sais pas s'ils ont été jusqu'à Macron, mais quand on voit l'opération Barkhane, Barkhane, c'est 1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros à peu près par an qui ont été dépensés au final. On est passé d'un budget, on a vu le budget passer de 400 millions à 600 millions et monter à 1 milliard. Donc en moyenne, ça nous a coûté une fortune et ce n'était pas une priorité du tout. Et c'était absurde parce qu'on avait, au plus fort de Barkhane, on avait 4500 hommes sur un terrain qui était plus grand que l'Europe de l'Ouest. C'est ridicule. On sait très bien en matière militaire qu'on ne peut pas tenir un terrain si on n'a pas les hommes pour. C'est ce qui se passe aussi avec les Russes. Pourquoi ils ont quitté la région de Kiev, etc. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en face d'eux, ils avaient beaucoup plus, une masse humaine beaucoup plus importante, non seulement déterminée, mais beaucoup plus importante que le nombre de soldats qu'ils avaient sur le terrain. Et donc, c'est infaisable. Il y a une distinction qu'on peut faire entre le terrain qu'on peut gagner et le terrain qu'on peut conserver. Conserver le terrain, il faut beaucoup de monde. Donc voilà, donc on a tous fait les mêmes erreurs et on aura tous la même punition. Nous, avec Barkhane, parce que c'était complètement infaisable et c'est épuisant. Quand vous envoyez le deuxième rep dans le désert, il passe 30 jours à aller chercher des gens qui ne trouvent pas, parce que les gens en face, ils connaissent parfaitement leur terrain, même s'ils n'ont pas le même entraînement. Ils vivent avec leur bétail là-bas depuis des années, donc ils n'ont pas de leçons à recevoir. Ils attendent qu'on s'épuise, c'est tout. La pauvreté faisant qu'ils renouvellent leur stock humain régulièrement, de toute façon. Donc, la réponse au conflit Barkhane, c'était beaucoup plus une réponse sociale. Que faire pour lutter contre la corruption locale? Que faire, par exemple, avec le président Ibeka qui a détourné les fonds de la défense avec son ministre? Pareil au Niger, les fonds de la défense ont été détournés. Donc il fallait bloquer ça, faire en sorte que la population ait un espoir. Et donc, on n'avait aucune chance militairement seulement, c'était voué à l'échec. Or, on se souvient des déclarations des officiers qui se sont occupés de Barkhane, qui commandaient Barkhane et qui disaient mais on est là pour 10 ans, on est là, il n'y avait pas d'horizon de temps, on était là pour l'éternité quasiment. C'était bon, voilà, c'est jamais possible. Donc On là, a d'autres priorités en France que ça. Donc pour en Et là, revenir c'est pareil pour la Russie. Ouais, c'est Ça ça. peut pas durer, ça peut pas durer pour la Russie non plus parce qu'ils ont d'autres priorités et que il y a des pénuries en Russie, que de toute façon ils n'ont plus les pièces détachées. Les pièces détachées pour le matériel militaire russe, le matériel de qualité, ça vient d'Allemagne. Pour beaucoup, ça vient d'Allemagne, donc ils les ont plus. C'est terminé. Il n'y a pas que l'approvisionnement en essence. Il y a aussi voilà comment réparer le matériel, comment. Et si vous n'avez pas les composants qui permettent de maintenir la technologie à flot, quelle que soit votre technologie, eh ben, c'est fini. C'est comme ça que ça se passe. Oui, on va laisser le front russe pour un temps, mais justement, ce qui se passe en Ukraine a quand même des impacts directs en France, avec une hausse des prix, une inflation, tout ça, c'est du très concret, c'est du réel. Vous avez noté, comme moi, qu'on a eu un grand mouvement social en France qui s'appelle les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine peut déclencher une nouvelle vague de Gilets jaunes dans les mois à Alors, venir? la guerre en Ukraine, elle est bien pratique pour justifier l'inflation. L'inflation, elle est liée à l'argent qui est tombé comme une pluie au moment de la crise du Covid.
On a fait marcher la planche à billets et la Banque centrale européenne a inondé les pays européens de cash. Donc, il y a eu une forte demande qui a été maintenue grâce à ça, tant mieux, enfin tant mieux dans une certaine mesure, mais déjà à l'époque, bien avant la guerre en Ukraine, on s'inquiétait de l'impact que pouvait avoir l'inflation, et Madame Lagarde disait mais non, il n'y a pas de souci. Moi, je me souviens très bien qu'en 2021, donc bien avant la guerre en Ukraine, on parlait de réduire cette masse monétaire qu'elle avait mise et la capacité des banques d'aller chercher des liquidités auprès de la Banque centrale. Et donc, ça a été fait très tardivement. Il y a un deuxième facteur aussi qui est important en ce qui concerne l'inflation, c'est la situation en Chine. À partir du moment où il y a une impossibilité d'utiliser Shanghai et où il y a plus de 400 cargos qui attendent de charger et de décharger au large, et forcément, il y a un problème d'approvisionnement, mais la demande est toujours là, donc les prix montent, il y a une rareté qui se crée, Quand et vous tout dites, ça, juste un instant, quand vous dites ne plus oui, utiliser Shanghai, c'est un rapport avec le fait que la ville est justement ouais, fermée sous cloche à cause du Covid, hein, c'est voilà, ça? bien D'accord. sûr, bien sûr. Ok. On peut pas supprimer un port aussi important pour le commerce mondial sans qu'il y ait des conséquences. Et donc, oui, la crise en Chine a plus d'impact que la crise ukrainienne. L'Ukraine, c'est essentiellement de l'agriculture. Donc, on va manquer d'huile de tournesol, on va manquer de moutarde. Bon, c'est pas très grave. Y a, on peut trouver des produits de substitution. Par contre, pour beaucoup de choses, on dépend de la Chine parce qu'on envoyait des matières premières en Chine pour qu'elles soient retransformées en Chine et renvoyées chez nous. Et là, ça se fait pas. On n'arrive plus. Donc, l'approvisionnement pour tout le secteur automobile, c'est pas la guerre en Ukraine. Il y a plein de choses qui ne sont pas liées à la guerre en Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays qui, au fond, n'a que comme ressources naturelles des terres qui sont très bonnes dans le nord-nord-est, qui nécessitent peu d'engrais et donc qui ont été utilisées de manière importante sur le plan agricole. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2010, on avait Charles Becbédé, qui était investisseur français en Ukraine, qui avait 100 000 hectares de terre en Ukraine. 3 ans après, il en repart en disant mais le pays est très difficile et donc il fait machine arrière, il en sort avec une perte parce qu'il se rend compte de la réalité du terrain. Euh, et euh, et c'est ça aussi l'Ukraine. Euh, L'incapacité des investisseurs étrangers à pénétrer un marché qui est mafieux par excellence. Et donc, même avant l'invasion, aucun tribunal ukrainien ne donnait raison à un investisseur étranger. Il y a un fonds américain qui, au mois d'octobre, a jeté l'éponge aussi. Il a dit c'est impossible, ce pays est impossible. Voilà. Donc, pour revenir à l'inflation, donc l'Ukraine, voilà, un pays agricole. En plus, sa population, elle est vieillissante. C'est une population qui ne se renouvelle pas. Le taux de naissance est très faible. Donc, c'est un peu à l'image de la Russie d'ailleurs. La Russie a une population qui ne se renouvelle pas, qui diminue. L'Ukraine, c'est pareil. La moyenne d'âge en Ukraine, ça doit être quelque chose comme 42 ans, quelque chose comme ça autour. Et elle est relativement peu productive. Une main-d'œuvre qui n'est pas chère, mais peu productive. Et donc, mettre tout ça sur le dos de l'Ukraine, c'est absurde. Il y a bien d'autres éléments. C'est cacher en fait la réalité de ce que la Banque centrale européenne a fait pendant la crise du Covid. C'est cacher ce qui se passe en Chine, la crise chinoise, hein, où on se demande mais jusqu'où en fait l'aveuglement d'un homme comme Xi Jinping va conduire le pays. La question, elle est quand même là. Et on se rend compte, heureusement, que la guerre en Ukraine met en avant l'excès que peut faire un seul homme à l'échelle mondiale. Poutine, Xi Jinping, des gens qui ne rendent compte à personne, des kleptocrates, des autocrates, voilà, des gens il n'y a pas d'élection, ça gêne personne. Ils sont kleptocrates, ça gêne personne parce qu'ils investissent chez nous et on a laissé faire. Et c'est ça qu'il faut combattre. Aujourd'hui, à une autre échelle, je pense qu'un des hommes les plus dangereux, c'est aussi Al-Sisi en Égypte.
parce il combine la kleptocratie avec une oppression sur le peuple égyptien qui est complètement démente, sous prétexte de terrorisme. Et en fait, il fabrique le terrorisme parce qu'il oppresse sa population. Il la sert tellement à chaque fois. Pour la moindre chose, vous allez en prison en Égypte. Pour la moindre chose, vous serez condamné à 2-3 ans de prison. Systématiquement, vous êtes en prison, vous êtes torturé ou violé pour les femmes, hein, le certificat de virginité qu'on vérifie. Les gens qui sont en prison sans aucune raison se tournent vers ceux qui leur tendent la main en disant ben voilà, t'es quelqu'un de normal, viens donc combattre. Et on fabrique du terrorisme comme ça. Et malheureusement, il continue, personne ne lui dit rien, Al-Sisi, et on aura un drame de ce côté-là dans les années qui viennent, forcément, parce qu'au bout d'un moment, la population, elle n'en peut plus. Mais c'est très intéressant ce que vous dites là, Marc, parce que en fait, vous parlez aussi beaucoup du trafic d'armes ou en tout cas de la vente d'armes, on va dire. Et je voudrais quand même qu'on fasse un petit point là-dessus parce que la France est un des 5 pays membres du Conseil permanent à l'ONU. D'ailleurs, peut-être, il n'y en a pas 6 maintenant avec l'Allemagne. D'ailleurs, j'ai peut-être oublié quelque chose. Mais bref, en tout cas, je crois savoir que les 5 pays membres sont les 5 plus gros vendeurs d'armes. C'est les plus gros vendeurs d'armes. Voilà. C'est ça. Si je ne me trompe pas, vous me dites, hein, mais je crois aussi que le budget militaire additionné de la Chine, de la Russie, de l'Angleterre et de la France, ça équivaut à peine au budget américain, si je ne me trompe pas. Oh, c'est beaucoup plus faible. Oui, c'est ça. Voilà. Le budget militaire américain, c'est de l'ordre cette année de 800 milliards de dollars. On pensait que ça allait baisser par rapport à l'an dernier à cause de la fin de la guerre en Afghanistan, mais ça va se maintenir à 800 milliards de dollars par an, donc, hein, en moyenne par an. C'est dingue. La France, c'est 40 milliards. La Chine, environ 150, mettons, allez, on va dire entre 150 et 200 milliards, mais ça, je dis pourquoi je suis un peu vague là-dessus, parce qu'il y a une partie qui est difficile à appréhender, mais même à 200 milliards, on est 4 fois en dessous du budget américain, donc c'est voilà. Et donc on peut cumuler les budgets, on est très très loin du budget américain qui est écrasant à un point qui est tel qu'avec 800 milliards de dollars, il faut pouvoir les justifier. Et donc, on a besoin d'un ennemi à ce moment-là. Hein. Donc, vous pensez que... Il n'y a plus la guerre en Afghanistan. Donc, vous pensez que sans complotisme ni rien, vous pensez qu'en fait, l'Ukraine tombe à pic, quoi. Enfin, ça, pour l'industrie de l'armement. C'est clair que pour l'industrie de l'armement, c'était le rêve, c'est clair, parce qu'il n'y avait plus la guerre en Afghanistan, donc il n'y avait plus un flux budgétaire important vers ce pays-là. Il fallait quand même que la machine puisse se nourrir, et on se trouve à une époque où on a Sleepy Biden qui a plus de 80 ans, qui est président et dont on voit bien qu'il ne maîtrise rien. On a Nancy Pelosi, plus de 80 ans aussi, donc qui est hors course. Et en fait, et là encore, j'ai des discussions avec des homologues américains qui me disent ceux qui dirigent la Maison Blanche aujourd'hui, c'est le lobby de l'armement qui est extrêmement puissant au Congrès, et on voit bien que sur le Congrès, au niveau du Congrès, dès qu'on met Ukraine sur une feuille, ça passe. Si on met autre chose, financer autre chose, c'est difficile. Alors que financer l'Ukraine, pas de problème, ça passe. Et ça, c'est le lobby de l'armement, le poids du lobby de l'armement. 800 milliards de dollars, c'est énorme. Donc, oui, il faut que les gens utilisent leur matériel, qu'on crame des munitions, voilà, et il y a aussi toute une vague qui a permis d'arroser l'Europe de matériel américain. Prenons le cas de la Pologne, par exemple, qui, au moment à peu près de l'invasion, je crois que c'était quelques semaines avant même, a acheté 200 chars Abrams. Elle ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu les tensions sur l'Ukraine. Donc c'est quoi, prenons le cas de la Suisse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Pologne a acheté parce qu'elle était bien conseillée par ses vendeurs, du coup, en l'occurrence? Parce que voilà, et l'idée c'était de dire, voilà, on va vous défendre, mais il faut une contrepartie. Ce que Trump, d'ailleurs, à son époque, avait réclamé, il avait réclamé que les pays membres de l'OTAN achètent du matériel de guerre et du matériel américain, évidemment. Donc
Donc, et là-dessus, tout le monde lui avait fait de la moue. Hein, tout le monde, on a autre chose, on a d'autres priorités, ce qui est vrai. Et nous aussi, on a prioritairement, mais il a la pression du lobby de l'armement. Et même la Suisse, pays neutre, qui n'a été menacé par personne depuis très longtemps, depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, pays neutre, veut quand même augmenter son budget militaire de 2 milliards de francs suisses par an pour moderniser son armée. Bon, ok, mais moderniser pour se battre contre qui? La Suisse ne va pas guerroyer au-delà de ses frontières. Les pays frontaliers de la Suisse ne sont pas menaçants. Donc on modernise l'armée suisse, ok, alors qu'elle n'a pas trop de besoins, elle a déjà de l'armement qui est assez moderne, elle manque d'aviation, etc. Mais pourquoi faire? Pour se battre contre qui? Et toute cette vague, l'Allemagne veut réarmer, tout le monde veut réarmer, toute cette vague bénéficie extrêmement au lobby de l'armement américain. Les missiles Javelin, on a doublé la production. C'est pas 10% de plus. Donc, et c'est pas que pour l'Ukraine. Il y a une demande sur ce matériel-là qui permet de percer des blindages. Hein, c'est un missile on tire, on oublie. Il est au point depuis déjà une bonne dizaine d'années. C'est coûteux, mais voilà, on a quand même doublé la production. Mais alors, Et c'est à destination de l'Europe. ouais, si on revient à ma question du coup au niveau français là, donc nos ventes d'armes en France, la question que je me pose, qui est sûrement très naïve, mais c'est pas grave, je vais quand même la poser. Euh, Est-ce que on doit et allons-nous arrêter de vendre des armes à travers le monde? Et en fait, si on arrête, combien est-ce que ça coûte aux contribuables français? Est-ce qu'on le sait ça? C'est très difficile de le quantifier. D'abord, on ne peut pas arrêter. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on peut pas? C'est une industrie française qui est bien enracinée, y compris dans le monde politique. Je veux dire, ça profite à beaucoup de personnes en tant qu'intermédiaires. Et puis, prenons le cas encore une fois, le cas de l'Égypte. L'Égypte achète des balles, l'Égypte achète de l'armement français, on ferme les yeux sur tout ce qui peut se passer en Égypte. Voilà. Et c'est le reproche qu'on fait tout le temps. Je veux dire, mais Oui, c'est mais vous dites, aujourd'hui, il est temps de se vous rendre dites, compte. Voilà, on a vendu du matériel à Poutine. Je veux dire, vous avez vu les scandales français oui, du tout à fait. matériel qui a été vendu à Poutine. Voilà. Et ben, on pense que ça va s'arrêter, mais non, mais non. Mais, La guerre en Ukraine peut s'arrêter demain. Demain, on vendra du matériel à Poutine. C'est du business. mais vous Et on dites, trouvera une excuse pour le faire. mais vous dites qu'on vend des armes, et notamment, je crois que c'est des hélicoptères qu'on a vendus, il me semble, à l'Égypte, mais en fait, au À final, l'Égypte, c'est on a le. vendu des rafales. Oui, c'est ça, On a mais au vendu des final, rafales. Mais Ouais. vous aviez expliqué qu'au final, ce serait le contribuable français qui allait payer parce Qui que. paye? Ouais, parce que quand des pays sont pas solvables, soit on trouve un pays tiers, donc ça peut être les Émirats, mais souvent c'est une garantie du Trésor français. Donc si les Émirats arabes unis ne payent pas pour l'Égypte, bah, c'est le contribuable qui paye. Hein. Sur le papier, c'est le contribuable qui paye. Hein. Mais alors, du coup, Quand c'est une garantie du Trésor français, d'où ma question que je vais reposer. Je suis désolé, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on continue de vendre des armes à l'étranger. Je comprends qu'on parce fasse que des armes et qu'on entretienne notre armée, Parce ça qu'un j'entends bien, ministre de la Défense en France, il est jugé par le nombre par l'armement qu'il a vendu. Voilà. ah, il Un n'est bon pas. ministre de la D'accord. Défense, c'est un ministre qui vend des armes. C'est aussi simple que ça. C'est un lobby. C'est un lobby comme celui du lobby de l'armement aux États-Unis. Un bon ministre de la Défense, c'est pas quelqu'un qui organise l'armée, ils connaissent pas grand-chose au fonctionnement militaire, mais par contre, ils savent comment on fait pour avoir des réseaux offshore, vendre des armes, agresser la patte d'un tel, voilà, c'est ça. Et ça va Donc, durer combien de temps, ça, à votre avis, encore, Marc? mais tant qu'on a l'appétit pour l'argent hein, et que c'est l'argent fou, voilà. Et Et on, on c'est vous dira qui? aussi, mais si on ne le fait pas, c'est les États-Unis qui vont le faire. Oui, mais le on, C'est c'est pas qui? massue à chaque fois de dire Oui. voilà c'est un manque de réflexion même qu'on peut avoir au niveau
de la société civile et aussi, bien évidemment, au niveau du Parlement, mais le Parlement, il compte pour du beurre. On va en Donc, parler, on va en parler. voilà, c'est ça le problème. Mais, Il y a pas de contre-pouvoir. mais on, c'est qui? Quand vous dites On on a, tant qu'on aura intérêt et un En goût pour France, l'argent, c'est qui? les décideurs, en France, les décideurs qui vont donner leur accord pour vendre des armes à un pays tiers, c'est une personne qui va décider que ça se fait. C'est le président de la République qui peut décider de tout. Bon, donc les contrats de l'armement, ça passe dans les mains de l'Élysée, qui décide de tout, et derrière, ça suit. Et on trouve ça normal. Bon, il y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui dit, mais attendez, donnez-nous les détails, donnez-nous les... Voilà. Donc, Dans la c'est vente pas un d'armes, régime parlementaire, hein, c'est un régime qui est quasiment monarchique à ce mais niveau-là. Hein, dans la vente d'armes, vous en parlez évidemment dans ce ouais, livre Jeux de guerre, mais il y a un sujet aussi que vous abordez et qui est relativement sérieux, ça s'appelle les rétrocommissions. ouais. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu aux personnes qui pourraient nous écouter, qui n'ont aucune connaissance de ce que c'est, justement ce que sont les rétrocommissions? Parce que vous disiez à l'instant que une seule personne décide pour la vente d'armes en France, en l'occurrence, Mhm. c'est le président de la République, mais il est possible que plusieurs personnes touchent, en tout cas Bien sur sûr, les bien ventes sûr. d'armes. Est-ce que vous pouvez en dire un mot justement de ça? Voilà le mécanisme. Hein. Je veux vendre des armes à un pays africain lambda, peu importe le nom. Le pays africain n'a pas les moyens de payer, je le sais. On va faire une toutouille pour que de toute façon ça puisse se faire. Donc un mécanisme par lequel le Trésor public sera à contrepartie, et puis on ira chercher peut-être un bailleur de fonds ami d'un pays arabe qui va payer pour, peu importe, et on va surfacturer. Ce qui vaut 100, je vais le facturer 120, au détriment du pays en question. Mais ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, soit il ne paye pas, soit ça sera un pays tiers qui va payer. Bon. Les 20 d'écart, le delta, on va se le partager. Il va faire une rétro-commission. Il va payer les sous-traitants, les gens qui auront été dans la combine. Et donc, c'est exactement l'affaire Karachi. L'affaire Karachi, on vend des sous-marins au Pakistan. On les surfacture. Et derrière, bah, on touche l'argent. Et les Pakistanais nous disent, ouais, mais donnez-nous aussi notre bakshish. Et on ne donne pas le bakshish. Chirac arrête la rétrocession des bakshish. Les Pakistanais se fâchent. Et pour se fâcher, ils nous mettent une bombe dans un bus. Voilà. C'est ça qui s'est passé. C'est exactement comme ça que ça se passe. Je cite un exemple dans le livre qui est assez délirant, de 2 avions Sukhoi qui ont été vendus par l'intermédiaire de Jean-Yves Le Drian au Niger. Sukhoi, on est d'accord que ce sont des avions russes, hein? Ouais. Les 2 avions sont vieux. Moi, je les ai vus de mes yeux vus quand j'étais au Niger. Donc, moi, je les ai vus basés à Zinder. C'était des avions d'attaque au sol qui étaient pilotés par des pilotes ukrainiens. Et ces 2 avions étaient assez âgés. Euh, le Niger les achète 10 millions de dollars. Je ne sais pas qui les a payés, si c'est la France ou si c'est le Niger qui les a payés, mais 10 millions de dollars. Dans les 10 millions, il y a 2 millions de commissions qui ont été redonnées offshore. Et donc, je donne le détail des commissions et des entités qui ont reçu ces commissions-là. Bon. Donc, ça fait 20% de la facture qui est reversée offshore et qui n'a rien à voir avec la valeur technologique de ces avions. C'est ça, l'armement. Donc, c'est un business phénoménal pour se faire des commissions. Et tout le monde tamponne, tout le monde dit ok, ça se fait, etc. Parce que c'est secret défense. Et le secret défense couvre en fait, c'est de l'organisation criminelle d'une certaine façon. Ça couvre des opérations qui sont faites sur du matériel militaire, parce qu'on ne peut pas le faire sur d'autres matériels. Donc là, ça tombe bien, c'est du matériel militaire, c'est tamponné secret défense, donc le juge, il ne peut rien voir. On va lui opposer le secret défense dès qu'il va mettre le nez dedans. Et le juge, il en a tellement marre du secret défense que dès qu'il voit un truc qui est lié à l'armement, il n'ouvre même pas le dossier. Il rentre même pas en matière.
Karachi, 25 ans d'instruction pour rien. Pour rien. Les condamnations ont été dérisoires. Et les gens ont été jugés quand ils avaient largement terminé leur carrière. Je dis, enfin bon, à 90 ans de baladure. Et devant, je crois, la Cour de justice de la République, Emmanuel Macron avait promis de supprimer, hein, c'est ça, hein? Voilà, en plus, donc de toute façon, il y a plusieurs facteurs qui font que ces gens ne risquent rien. Pour les ministres, la Cour de justice de la République, le secret défense, le secret de l'instruction, le secret sur les contrats. C'est impossible à instruire, donc on laisse la porte ouverte à tous les excès. Et dans notre dernière interview, aucun contrôle parlementaire. Dans notre dernière interview, vous me disiez d'ailleurs que mettre un terme à la Cour de justice de la République, ça prend 2 heures en fait. Je crois que c'est ça, hein. C'est un décret oui, et après c'est plié. C'est pas compliqué. Oui, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, qui a été mis en place de mémoire par Sarkozy et qui est complètement contraire au sentiment de justice que peuvent avoir les Français. Pourquoi on irait créer une juridiction particulière parce que quelqu'un a été ministre? Ça n'a pas de sens. Et on voit même après la crise du Covid. À un moment, vous avez la population des antivax qui a fait des dépôts de plaintes en série contre des ministres. Aucune de ces plaintes n'a été instruite. Aucun ministre n'a été menacé devant la Cour de justice de la République. Voilà, on n'instruit pas, puis c'est terminé. Donc, on sait très bien fermer la porte aux excès. En revanche, quand il y a une enquête légitime, et l'affaire Karachi est parfaitement légitime, on devrait quand même avoir une vraie justice. Mais vous parlez des plaintes déposées par des antivax. Il n'y a pas seulement que des antivax, il y a aussi des personnes qui ont malheureusement été victimes vous savez, ce petit pourcentage d'effets secondaires aussi, et ça existe, c'est réel. Puis c'était pas forcément des personnes qui étaient antivax d'ailleurs qui se sont. Je suis d'accord, oui, je dis antivax. À un moment, il y a eu un flux de milliers de plaintes qui étaient téléguidées, et qui étaient excessifs. Ouais. Elles étaient très mal motivées, etc. Donc c'est à ça que je pense. Pour les plaintes qui étaient peut-être plus légitimes, parce que les gens ont senti qu'il y avait il y avait eu un préjudice à leur encontre, ces plaintes-là sont jamais jugées non plus parce que on se trouve dans quelque chose qu'un juge ne peut pas appréhender, ne peut pas instruire. On se trouve dans une crise qui est une crise historique qui n'a jamais existé avant et donc on ne peut pas déterminer si l'action du gouvernement a été bonne ou mauvaise parce que tout ça s'est fait dans l'urgence. Et donc, on n'est pas du tout comme dans la crise du sang contaminé, par exemple, à l'époque de Fabius, où on avait la période SIDA et où on n'a pas chauffé du sang qui devait être transfusé, alors qu'on aurait dû le faire et qu'on savait qu'on devait le faire, où on avait toutes les notions qui permettaient de faire ça. Et puis d'ailleurs, de toute façon, on voit bien que ça n'a rien donné. Ouais. Donc, bon. Oui, il est président du Conseil constitutionnel. C'est là où il faut se rendre compte que la justice française a extrêmement peu de moyens. Gardons en tête les chiffres. En France, on a 3 procureurs pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 11 procureurs pour 100 000 habitants. Voilà. Bon. Et comment vous expliquez que justement au niveau français, que la France est quand même un pays assez riche encore, enfin bon, très endetté, mais encore, on va dire, suffisamment riche. Comment vous expliquez que la population française soit si peu intéressée par ces sujets de corruption et ces sujets justement de justice? Parce que c'est un tabou. C'est un tabou, c'est absolument impossible d'avoir une écoute dans, je dirais, la presse mainstream, pour employer un anglicisme, mais une partie de la presse qui appartient à des gens, on ne va pas donner de nom, mais la presse, la presse écrite autant que la presse télévisuelle, elle est concentrée dans des mains de gens qui n'ont absolument pas envie d'entendre parler d'anticorruption, voilà, donc il n'y a pas moyen d'intéresser les gens à la problématique de la corruption. On voit bien que les agences anticorruption, elles sont marginalisées. Les ONG anticorruption en France, on fait tout pour les réduire à la plus simple
expressions, que ce soit Anticorps ou Sherpa, ou Transparency, hein, elles sont toutes les trois, elles sont quasiment inexistantes parce que pas de moyens, rien. Et en plus, on leur met dans les pattes l'obligation de renouveler un certificat tous les 3 ans. On se demande pourquoi tous les 3 ans. C'est la seule ONG ou le seul cas où on dit tous les 3 ans, on vous remet en cause. Alors qu'on sait très bien qu'un dossier de corruption, ça va prendre entre 5 et 10 ans minimum. Oui, vous en, Donc, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, là, Jeux de guerre, mais vous parlez du fait que les médias sont dans les mains de plusieurs milliardaires, ce qui est vrai, mais on sait quand même que Nicolas Sarkozy, il y a des soupçons très forts de corruption, on sait Jacques Chirac, on sait Juppé, on sait, on sait en fait beaucoup de dirigeants. Et en fait, ma question, c'est ça, c'est que même si rien n'est dit, les Français ont quand même vent de tout ça. Il y a limite, j'ai l'impression, une fierté à se dire qu'on vit dans un pays gouverné quand même par des politiciens qui sont pas très nets. Je pense oui, par rapport aux pays ce du qui est Nord. vrai, ouais, bien sûr, c'est vrai, et on remarque que Chirac a été condamné, Sarkozy a été condamné, la période Sarkozy a été la pire peut-être. On voit bien à quel niveau de l'État, enfin, entre tous ceux qui sont mis en examen, euh, il a le droit à la présomption d'innocence, mais pensez que Squarcini, il a 16 mises en examen pour des motifs divers. C'était le patron du renseignement intérieur français. C'est énorme. Et quand vous êtes un partenaire étranger, le FBI ou une autre entité, que vous voyez que le patron du renseignement français, intérieur français, il a 16 mises en examen sur son dos, même si, je le répète une fois de plus, il a le droit à la Dans la présomption présomption d'innocence, d'innocence, ouais. ça fait sacrément réfléchir. Et Je donc sais vous qu'il dites, faut, est-ce qu'il faut avoir ça comme partenaire? Moi je dirais, bouf, on va réfléchir un peu, hein. Et il donc faut la toujours. confiance, elle est plus là. Mais pour les Français, c'est des sujets qui sont jamais abordés de façon, d'une manière générale, par des grands Récurrente. médias, par des voilà récurrentes. C'est jamais abordé. Éventuellement, quand il y a un procès retentissant, on voit bien aussi avec ce qui s'est passé avec les Balkany. On voit ça, mais on voit ça comme un spectacle. Et donc, bon, il est dehors, il danse dans la rue, bon, c'est amusant, hein, c'est pour les humoristes. Non, c'est pas pour les humoristes. Mais Et est-ce que vous pensez que les Français qui voient ça sont amusés? Parce que j'en suis pas sûr hein, de ça. moi, j'en suis pas sûr. Au bout d'un moment, il y a quand même une forme d'excès, ce qui peut aussi expliquer qu'il y ait une population qui se soit révoltée, qui en ait marre et qui ont dit de serrer la ceinture. Et finalement, à force de se la serrer, on n'en peut plus. On voit que rien ne change, rien ne bouge, et donc on se révolte et on fait du gilet jaune. Ça, c'est naturel, c'est légitime. Maintenant, l'expression que ça a rendu, le gilet jaune, eh ben, elle est arrivée à rien parce que c'est pas organisé, parce qu'il n'y a pas de leader, parce qu'ils ne savaient pas formuler de, de solution. Alors que je comprends la souffrance, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils ont Simplement, la aussi, difficulté, c'était la solution. Mais qu'ils ont aussi été matés sacrément fort aussi pendant les manifestations. Il y a des personnes qui n'avaient On- absolument rien fait, qui ont été nucléées, qui ont eu des mains ouais, arrachées, je suis alors que d'accord. Ouais. ça peut Alors, aussi refroidir ouais. sacrément les idées, non? Pour avoir vécu des situations où, face à une population agressive, dans d'autres circonstances, je peux comprendre aussi la fatigue et l'excès que peut avoir une force qui doit contenir ces foules. C'est compliqué de gérer une foule en colère. C'est compliqué de gérer une foule qui tous les week-ends va casser des vitrines, etc. Et qui d'ailleurs, après, il y a des commerçants qui portent plainte contre l'État, l'État est condamné, etc. Il y a une pression qui vient, qui est très forte au niveau du ministère de l'Intérieur pour que ces manifestations-là, qu'elles soient gilets jaunes ou autres, puissent se passer sans incident. Et donc la réponse, elle est toujours plus vers de l'agressivité. Ça peut se comprendre aussi parce que dans ces manifestations-là, il peut y avoir 90% d'éléments légitimes et 10% de gens qui viennent pour se faire un flic. Hein, on l'a vu encore récemment. Et c'est ça qui est dramatique. Ou un pompier. Et malheureusement, ces débordements-là, on ne les maîtrise pas.
Tout ça, donc moi je blâme pas les policiers. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent parce qu'à force de leur demander tout le temps d'être là les week-ends pour faire toujours la même chose et de n'avoir que la répression à offrir, bah, la répression, c'est eux qui la portent et ils sont seuls à la porter. C'est pénible. Voilà. Il y a un chapitre très intéressant qui est à la fin de votre livre, c'est le chapitre 18, c'est Big Brother 2.0. Et là, Ouais. Mhm. vous en avez un peu parlé au début de notre entrevue, mais je serais assez intéressé sur qu'on passe un petit peu de temps sur ce chapitre parce qu'il y a notamment une phrase à un moment, il faudrait peut-être que je la retrouve, mais en gros, que si il y avait un dictateur prenait les manettes, en gros, même en France et tout ça, il aurait alors là tous les outils technologiques à disposition Ouais. justement pour asseoir son autorité. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce point de vue-là? C'est vrai, du fait des réseaux sociaux, de la surveillance qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, du fait de la surveillance des communications téléphoniques, du fait des liens que l'on fait avec les réseaux sociaux, quand vous avez un profil LinkedIn et que vous acceptez des gens, que vous faites des communautés, bah, si vous êtes une cible, je sais non seulement qui vous êtes, mais je sais quelle est votre communauté et donc je peux aller la cibler. Donc si je décide que bah voilà tous les hommes de je sais pas quelle taille, de telle couleur de peau, de telle religion n'ont plus leur place en France, bah, je peux cibler facilement. Je peux aussi écouter en masse des communications numériques, quel que soit le mode de communication, que ce soit SMS, parole, etc. Ça n'a pas d'importance. Donc j'écoute ça en masse et par mots-clés, je peux faire des sélections. Et donc je peux écouter un avocat, un magistrat, un policier, etc. sans aucun problème. Mais c'est illégal. Ah, si je suis en dictature, Non. Mais comme nous ne voilà. sommes pas en dictature, Dans un pays, c'est ça où on ne se rend pas compte, c'est quand NSO et une autre société israélienne, ils étaient deux, ont vendu des logiciels d'écoute performants, un logiciel Pegasus entre autres, et puis Rain pour l'autre, ils ont vendu ça sans se rendre compte, enfin sans se rendre compte, sans se poser la question de savoir s'il y avait un impact humain derrière. Donc on a ciblé des journalistes, on a ciblé des ONG, on a ciblé des gens qui, pour certains, ont souffert dans leur chair de cette écoute, ont été en prison peut-être, même sûrement, parce que quelqu'un a vendu ce genre de logiciel d'écoute à un pays qui a un semblant de démocratie, mais qui en fait respecte aucune loi. Et quand vous vendez un logiciel d'écoute au Mexique, le Mexique, c'est quand même un pays où les cartels sont main dans la main avec le pouvoir politique. Vous vous rendez compte l'impact? Donc le crime organisé peut avoir accès à ça. Et aujourd'hui, la technologie de surveillance, elle est mais phénoménale. Donc les gens sont contents parce que dans leur village, il y a des caméras de surveillance, mais ils ne savent pas que les caméras de surveillance, on peut les relier, on peut les contrôler d'un seul endroit. Les gens ne savent pas qu'on peut taper directement dans les câbles de téléphone et qu'on peut tout capter via tout ce qui passe par le câble, c'est bon. Donc, on a un niveau de surveillance qui est un niveau qu'on n'a jamais atteint dans l'histoire de l'humanité et dont on voit tout l'impact en Chine, par exemple. C'est dément, où on en est à pouvoir créditer quelqu'un sur son comportement. On voit que quelqu'un fait ses courses dans un supermarché, on l'identifie, on voit que cette personne achète de la bière au lieu d'acheter une boisson non alcoolisée, donc il a des crédits en moins sur son compte crédit. Et donc s'il se comporte mal, non seulement il est puni, mais ses enfants sont punis. Ils n'ont plus le droit d'aller à l'école, etc. C'est dément. Et donc on formate comme ça une population qui est dans un carcan et qui ne peut pas en sortir. C'est impensable. Même dans les livres de science-fiction, on n'a jamais été aussi loin.
Et ces pauvres gens en Chine n'ont aucun moyen de révolte. On le voit bien avec la crise actuelle. C'est très difficile pour eux d'aller contre le mouvement. Ils risquent gros à chaque fois qu'ils descendent dans la rue. Ils risquent énormément. Est-ce que vous Ils sont pensez que ça doit matés. est-ce que vous pensez que ça doit être une alerte, même si évidemment, je ne dis pas que la France d'Emmanuel Macron est une petite Chine de Xi Jinping, c'est pas du tout ce que je pense, mais est-ce que en tant que Français, on doit, selon vous, justement, rester vigilant par rapport à ça? Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter un peu contre cette, numérisation quand même totale de nos existences, même en France? Il faut qu'il y ait un contrôle parlementaire beaucoup plus important que la clownerie qu'il y a aujourd'hui, qu'il y ait un vrai contre-pouvoir et qu'on justifie de poser ce genre de matériel, d'utiliser ce genre de matériel, remettre en cause la loi renseignement, parce qu'on dit, bah, on a mis la loi renseignement parce que c'était, alors toujours à chaque fois, c'est la lutte contre le terrorisme. Bon, ok, bah, la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas beaucoup d'attentats. On va me dire, oui, mais on en évite grâce au... Non. Euh, Aujourd'hui, ce qui fait rêver les jeunes arabes dans les banlieues, les jeunes, d'abord, c'est pas les arabes, mais les jeunes des banlieues défavorisées, c'est Dubaï. C'est des influenceurs à Dubaï. Voilà ce qui les fait rêver. C'est pas Daesh ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi on continue de faire des écoutes aussi vastes, aussi énormes, et pas ciblées simplement? Mais pourquoi alors? Parce que c'est du business, parce que c'est un sacré business, parce que les caméras de reconnaissance faciale et tout ça, c'est un sacré business. Et quand on voit Jean-Louis Borloo qui faisait la promotion du matériel chinois pour vendre des caméras à reconnaissance faciale, etc., que ça a été testé aussi à Nice, on se dit, mais attendez, où va-t-on? Est-ce qu'il y a tellement d'insécurité dans ces villes-là qu'il faut absolument de la reconnaissance faciale? Mais est-ce qu'on peut pas prendre D'abord, le c'est absurde parce que le délinquant, il va cacher son visage. Donc, c'est pas le délinquant que vous allez prendre, c'est monsieur tout le monde. mais justement, est-ce qu'on peut pas prendre le sujet par un autre bout? C'est-à-dire, on même s'il y a pas beaucoup d'attentats, on vit quand même une période assez troublée. On il y a un sujet qui est assez absent de votre livre, mais j'aimerais bien qu'on en discute, c'est le problème de l'environnement et de l'écologie et des conséquences directes que ça a sur les corps, enfin sur les humains. Mais donc on va quand même vers un monde qui se réchauffe, probablement une société avec un peu plus de pénurie, en tout cas même dans nos sociétés riches. On ironisait tout à l'heure sur l'huile et la moutarde, mais peut-être que ça va un peu se généraliser sans que forcément on meure de faim. Est-ce que nos dirigeants n'ont pas intérêt à avoir ces outils numériques en main pour nous cornaquer un peu et pour gérer les flux? Est-ce que c'est quelque chose qui est Ben, envisageable? non, je pense qu'on peut pas faire de lien, mais prenons un exemple. Euh, Avant la chute de Kadhafi, la Libye avait des plages magnifiques. La Libye, il y avait aucun bateau de migrants, même un canot pneumatique, ne quittait les côtes libyennes pour aller en Méditerranée. Il y avait des hôpitaux, il y avait des écoles, il y avait une université, il y avait tout ce qu'il fallait en Libye. Kadhafi n'était pas un saint, c'était un dictateur et un dictateur sanguinaire. Il avait des prisons extrêmement dures, on est d'accord avec ça. Les prisons dans lesquelles on a mis des gens qu'on ne voulait plus non plus. Ça, c'est autre chose. Mais quand on a fait chuter Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé? Le pays a basculé dans le chaos. On n'avait aucune, mais absolument aucune alternative. Ce pays est entièrement détruit. La côte libyenne, c'est devenu un dépotoir avec une pollution monumentale. Ça fait maintenant, ça a commencé en 2011, on est maintenant en 2022, rien n'est réglé. Alors commençons à arrêter de se mêler de pays, de les déstabiliser, alors qu'on n'a aucune alternative. Aucune alternative. Aujourd'hui, la Syrie, elle se reconstruit avec la famille Bachar al-Assad grâce à la vente de Captagon. Donc il inonde le Moyen-Orient de pilules de Captagon. Bravo! Qu'est-ce qu'on a gagné à déstabiliser Bachar al-Assad? Rien, mais rien, zéro. Arrêtons de faire n'importe quoi.
de faire des guerres par procuration. Arrêtons ça. Mais si on revient sur le 2.0, donc sur le business Ouais. de la surveillance, on revient sur ce que vous disiez Ça fait partie du lobby de l'armement. Hein. Faut pas, c'est du cyberarmement, c'est tout. Hein. Et donc, c'est extrêmement important. C'est très tendance. Vous mettez cyber quelque chose, vous avez un budget. c'est comme C'est Ukraine. hyper tendance. Ah ouais. Mais vous ne croyez pas du tout que le pouvoir politique, et là je ne mets pas d'étiquette, hein, mais que le pouvoir politique a intérêt à avoir quand même ces outils-là en main pour gérer les flux et gérer les populations. Ça, c'est quelque chose qui vous... Eh ben, quand je vois par exemple le résultat aux États-Unis, les États-Unis, on l'a vu avec l'affaire Snowden, sont sous surveillance, la population est sous surveillance de façon relativement illégale. Et j'ai vu les résultats, les rapports que ça pouvait donner, des rapports de la NSA. Bon, vous avez de la surveillance d'adolescents ou des gens sur les réseaux sociaux. On dit, ah bah, les adolescents, bah voilà, ils passent tant de temps sur son ordinateur et ils regardent des jeux vidéo. Donc, on analyse le comportement. Bah ouais, un adolescent, il joue aux jeux vidéo. Et alors? Bon, donc oui, on va analyser les comportements, on va essayer, on a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, de modifier des élections, d'influer sur des élections, en disant bah, on vous met des pop-up qui correspondent à vos idées, etc. Bon. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit un monde meilleur? Est-ce que les États-Unis sont meilleurs aujourd'hui qu'avant? Moi, je ne crois pas. Quand je vois la façon dont sont dirigés les États-Unis aujourd'hui, c'est une catastrophe. Oui, mais est-ce que vous pensez que les C'est des politiques veulent un milliards monde... dépensés. C'est des Oui, milliards dépensés. C'est colossal le budget de la NSA. Et est-ce que les États-Unis, est-ce que ça va mieux pour les États-Unis? Est-ce que le monde est meilleur pour les Américains? Moi, je ne crois pas. mais donc vous partez du postulat que le personnel politique veut le meilleur pour son peuple. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite, ouais, c'est ce qu'on espère en tout cas. Et quand on vote, on espère que ça sera pour un monde meilleur à chaque fois. Et à chaque fois, c'est un peu une déception, mais on se rend bien compte, et c'est vrai surtout avec les États-Unis, c'est qu'il y a un défaut de leadership qui est mais monumental, quoi. Trump, Biden et même Obama, l'administration Obama, dans le fond, était catastrophique, en tout cas au niveau de sa politique étrangère. Souvenons-nous de Madame Clinton. Et donc, il y a un défaut total de leadership qui est lié pour beaucoup à l'augmentation de la corruption et au poids des lobbies au niveau du Congrès. Voilà. Donc, à partir du moment où c'est du business qui contrôle la politique, ben, il ne faut pas s'attendre à le business, il faut faire du bénéfice. On n'est plus dans la conduite de la société civile. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Il faut retrouver les moyens de, il faut avoir un peu la même démarche sans aller chercher De Gaulle comme à chaque fois les politiciens le font et c'est pénible. Mais moi, je me souviens quand même que quand il a quitté le pouvoir, on lui a dit mais vous avez le droit d'avoir une pension en tant que président et il l'a refusé parce qu'il avait sa pension militaire. Bon, c'est rare. Moi, je voudrais retrouver quelqu'un qui soit à la tête de l'État pour dire, OK, moi, je suis là pour faire les réformes, pour gérer l'État, le temps de mon mandat, pour que mon pays aille mieux à un moment, voilà, et pas pour toujours à chaque fois monter des magouilles, monter des affaires, monter des... Voilà, c'est pas ça. Il ne s'agit pas de faire de la com, il ne s'agit pas d'aller faire du football ou des trucs comme ça. Non, je veux juste que le président et son Parlement aient une fonction effective et qu'ils se concentrent sur l'Hexagone pour faire les réformes dont on a besoin. On a besoin de justice important. Il faut voir comment ça se passe dans les tribunaux. Le tribunal judiciaire de Lyon, on a des audiences qui commencent à 2 heures de l'après-midi et ça se termine tard dans la nuit. Vous êtes jugé en 3 minutes. C'est ça la France. C'était pas comme ça avant. Vous avez déjà partiellement, enfin beaucoup répondu à la question, puis ce livre achèvera de, enfin ce livre et le premier achèveront de répondre à cette dernière question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, c'est qu'est-ce qui vous fait continuer? Pourquoi est-ce que vous continuez de vous lever le matin justement
Bah, pour écrire Bon, sur la corruption et pour transmettre ces connaissances-là, enfin, je me demande, vous devez quand même de temps en temps avoir quelques sentiments de solitude, non? pas tellement en fait, parce que j'ai l'habitude d'aller d'un combat à l'autre, et à chaque fois c'est toujours la même chose, d'un conflit à l'autre, d'un combat à l'autre. On voit toujours que ce qui pourrit tout, c'est la corruption et que ça pourrit tous les piliers de notre société civile. Et je pense que c'est notre devoir de faire le maximum jusqu'au bout pour que les générations à venir, qui ont déjà été pas mal sacrifiées, puissent avoir un espoir d'amélioration de leurs conditions. Et puis j'ai vu beaucoup de gens que j'estimais qui sont tombés et qui ont perdu leur vie à cause du combat anticorruption. Là aussi, j'ai rappelé à des amis et des collègues qui travaillent sur l'Ukraine que tous ceux qui avaient travaillé, ou presque tous ceux qui ont travaillé sur l'anticorruption en Irak étaient morts et morts de mort violente, et que c'est un combat qui est chèrement payé. Je rends aussi hommage dans le livre à un juge qui a été béatifié. C'est assez rare de béatifier un juge, mais il y a laissé sa vie. Galizia à Malte aussi était une informante du FBI et elle y a laissé sa peau. C'est un combat qui se paye cher, mais qui vaut la peine d'être mené parce que il n'y a rien de pire que ce cancer de la corruption qui nous pourrit la vie, mais à un point que les gens ont du mal à imaginer parce qu'ils ne conceptualisent pas encore l'étendue du désastre. Et donc j'essaye au travers de ce genre d'ouvrage de leur montrer à quel point ils se font avoir et à quel point ça leur pourrit la vie sans qu'ils se rendent compte. Pourquoi, à un moment, il y a des pays où en fait il faut payer pour avoir un job. Ça arrive. Moi, j'ai vu ça en Angola. En Angola, il fallait payer pour avoir un job. Bon. J'ai vu ça dans pas mal de pays africains d'ailleurs, hein, cette notion de, bah voilà, les jobs sont rares, donc qui est rare dit que si vous en voulez, c'est comme les places en crèche, bah voilà, il faut être gentil. Et donc, si on en arrive là, c'est invivable, c'est infernal, et on tombe dans un engrenage où à chaque fois, c'est une étape en plus, il faut toujours amener aller loin dans ce système de corruption, on n'en finit pas, et ça finit par tuer les démocraties. Et donc, j'ai pas envie de voir ça partir, parce qu'on s'est pas battu pour ça de génération en génération pour en arriver là. Et légiférer ne sert à rien dans un système qui est pourri par la corruption. Bon, on le voit bien dans des pays de l'Est, par exemple. On peut voter tous les textes qu'on veut, ça sert à rien. C'est complètement bidon. Donc, parce qu'ils sont pas appliqués. Donc, la législation n'est pas la solution. La prise de conscience, c'est une première étape. Et donc, si au travers de ces interventions, de ces vidéos, de ces livres, je peux attirer l'attention de la société civile, je pense que ça sera déjà un énorme progrès. Un énorme progrès. S'il faut se sacrifier pour ça, il n'y a pas de souci. Ça sera comme ça, et puis voilà. Mais donc, moi, j'ai pas l'intention d'arrêter. euh, et, euh, et quoi qu'il en coûte, puisque c'est la formule classique maintenant, et beaucoup de magistrats étrangers autant que français sont reconnaissants de ce genre de travail, y compris et des services, disons, de police, hein, en tout genre, que ce soit des agences de renseignement ou autres, apprécient que ce genre de soutien parce qu'ils n'ont pas le droit à la parole. Et donc, quand on arrive comme ça à apporter un peu une parole anticorruption pour sensibiliser la société civile, c'est quand même une bouffée d'oxygène, ça donne un espoir. Voilà. Une fois que en fait, je vous avais dit que c'était la dernière question, mais j'ai menti. Une fois que le public est sensibilisé, à votre avis, quelles actions faut-il mener selon vous? Parce que, alors, je sais qu'on pose toujours aux gens, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mais je pense que sur la corruption, il y aurait
quelques moyens, enfin quelque chose, Oui. plusieurs outils à actionner en même temps pour essayer de faire basculer un peu les choses. C'est pour ça Mais que je pose la question. c'est pour ça que dans le livre, je prends soin de dédier un Mmh. chapitre à des réformes qui sont possibles et des réformes qui ne coûtent pas un rond. Et donc, non seulement elles sont rapidement mises en place, mais en plus elles ne coûtent rien. Et donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas mettre ces réformes en place. La réforme du secret défense, une fois qu'on comprend, qu'on a lu et qu'on comprend l'étendue de la défense, où en France, absolument tout, même un menu de restaurant, peut être tamponné secret défense. Absolument tous les documents peuvent être tamponnés secret défense, et où on offre une barrière à un juge qui aura du mal à surmonter. Une fois qu'il y a un abus qui est énorme, énorme à ce niveau-là, c'est totalement antidémocratique, et ben on peut réformer le secret défense. Et la façon dont on gère d'ailleurs après les documents. Je ne demande pas qu'on mette sur la place publique des documents qui mettent en danger la sécurité d'agents. C'est pas du tout ça. Non. Lisons ce chapitre-là, allons dans les Mmh. faits. Il y a différentes réformes qui ne coûtent absolument rien et Mais, qui mais sont pas intimes. Mais oui, et ce chapitre d'ailleurs, c'est le 19, ça s'appelle l'urgence des réformes. Il est extrêmement intéressant, mais la question que je me pose, c'est en tant que citoyen, on n'a absolument pas la main justement sur l'intitulé des réformes que vous proposez. C'est ça le problème. Si les réformes que vous suggérez étaient dans les programmes, par exemple, des candidats que l'on pourrait élire, alors là, du coup, les citoyens auraient un point de levier, mais ça n'est pas du tout le cas. Alors comment est-ce qu'on fait en sorte que ça Regardez, rende... alors c'est simple. La réponse, elle est très simple. Regardez l'impact qu'il y a eu un seul livre sur les EHPAD et sur la gestion de nos anciens. Hein, la gestion des EHPAD. Un seul livre d'un journaliste brillant fait que du jour au lendemain, le scandale est tel que tout le monde se dit il faut changer quelque chose dans la gestion des EHPAD, etc. Il faut des contrôles. On a découvert qu'il fallait des contrôles dans les EHPAD. C'est quand même dingue, parce que quelqu'un a fait un livre, et donc ça crée un scandale tel que tout le monde politique se dit oulala, là là, ça tourne mal, donc on réagit. Et bien là, c'est la même chose. Tout ce que je souhaite, et pas pour mon livre, ça peut être le livre de quelqu'un d'autre, mais qu'à un moment donné, la conscience de la société civile se fasse et que la pression soit telle pour qu'on dise au garde des Sceaux, qu'on dise au président, au Premier ministre, maintenant, ça suffit, on met en place ces réformes. Même si on ne fait que réformer le secret défense sur un mandat présidentiel, ça va. Qu'on abandonne la Cour de justice, ça sera déjà pas mal. C'est très peu, mais ça sera déjà pas mal. Et il y a des sujets comme ça qu'on peut aborder, et qui sont des réformes très simples, qui sont vraiment le b.a.-ba de la démocratie. Je demande rien de plus. Et ça ne coûte absolument rien. Il s'agit pas de... Il n'y a pas 1 euro de budget à financer. Bon, bah, on va se... Ouais. Tout peut se faire par simple dialogue, même sans le Parlement. Voilà. Donc, Bon, bah, on va se souhaiter ce minimum-là. Alors, Marc, ces quelques oui. réformes, ces quelques pistes de réforme que vous suggérez au terme de ce livre Jeux de guerre publié aux éditions Massot. J'aurais bien aimé rester encore un peu avec vous pour discuter encore plus longuement, mais on va peut-être se faire un deuxième volet d'entretien dans les mois à venir. En tout cas, D'accord. un très grand merci pour ce livre, pour ces livres et Merci à vous. pour cet engagement. Merci. À bientôt, À Marc. bientôt. Merci.